Dans le dédale des mangroves et des torrents houleux, des marécages sombres, aux plaines inondables, les courants australiens sont complexes, très prisés et surtout mortels. Le lit des rivières se transforme vite en champ de bataille. Ces marécages forment un repère idéal pour les meurtres en série. Un réseau criminel y prospère, celui des prédateurs australiens. Voici les dossiers des meurtriers les plus notoires des marécages. Des assassins, des persécuteurs et des escrocs. Ils sévissent dans l'eau avec une technique singulière et redoublent d'ingéniosité pour capturer leurs proies et les dévorer. Voici le plus dangereux de tous, le crocodile marin. Les embouchures des rivières mènent au marécage. Les eaux saumâtres des mangroves que l'on aperçoit le long des côtes abritent une faune abondante et menaçante. Il n'y a rien de plus fascinant que le crocodile marin. Il est plus connu sous le nom de Salty. C'est le plus grand reptile au monde. Il mesure jusqu'à 7 mètres de long et pèse parfois plus d'1 tonne. C'est le maître incontesté des côtes nord de l'Australie. Ils sont puissants et dangereux. Sa gueule comprend 60 dents, des lames acérées faites non pas pour mâcher, mais pour tuer. Mieux vaut ne pas être sur leur route. Personne ne survit à l'attaque d'un crocodile. Ces véritables machines de guerre ne fonctionnent que s'il fait suffisamment chaud. Les crocodiles marins doivent maintenir la température de leur corps à 32 degrés. Mais ils doivent éviter que leur cerveau ne surchauffe. L'évaporation se fait alors par leur gueule béante. Bien que son cerveau soit petit, il est capable de se renseigner sur ses proies en observant leurs habitudes alimentaires. Et leur apprentissage commence dès le plus jeune âge. Les jeunes crocodiles ciblent des poissons très particuliers qui peuvent marcher sur le sol. Les gobies marcheurs. Ces gobies rampent sur le sol à marée basse pour échapper aux dangers sous l'eau. Avant d'émerger, ils ouvrent leurs branchies pour les remplir d'eau. Une fois ces réservoirs bien fermés, ils peuvent se déplacer sur terre tout en respirant. Mais en sortant de l'eau, ils ne sont pas à l'abri du danger. Les jeunes crocodiles peaufinent leur technique de chasse en attrapant les gobies. C'est l'entraînement idéal pour pouvoir ensuite s'attaquer à des proies plus grosses. La matinée est bien entamée.
deux crocodiles s'éloignent du groupe pour aller chasser ensemble. Les crocodiles peuvent atteindre 30 km/h, mais sur une faible distance seulement. Ils remontent chacun la rivière à la recherche d'un repas. Les buffles d'eau évoluent dans les marécages. Originaires d'Asie de l'Ouest, on les retrouve désormais partout. Ils adorent brouter l'herbe des marais. Un mâle pèse jusqu'à 1 tonne et peut manger 30 kg de nourriture par jour. Alors que la chaleur augmente, le buffle se dirige vers l'eau pour se rafraîchir et se désaltérer. Le crocodile femelle les a aperçus. Tapie sous l'eau, elle attend le meilleur moment. Depuis la préhistoire, les crocodiles utilisent toujours la même technique. Ils se tiennent en embuscade. Seuls ses yeux, ses oreilles et ses narines sont visibles à la surface de l'eau. Et avant d'attaquer sa proie, elle disparaît totalement. Ses narines se contractent et un clapet obstrue sa trachée. Cela empêche l'eau de pénétrer dans ses poumons lorsqu'elle ouvre la gueule. Elle cible l'un des jeunes buffles qui est allé trop loin. Le célèbre rouleau de la mort l'achève. Pendant ce temps, le mâle a repéré un autre animal assoiffé. C'est un kangourou venu se désaltérer. Le reptile s'approche lentement. Le kangourou est dans un périmètre accessible pour le crocodile. Il se déplace à 20 km/h. Mâcher ses proies lui est impossible. Pour les dépecer, il est obligé de secouer leur carcasse. Les crocodiles retournent ensuite près des mangroves pour digérer leur repas. Si le crocodile marin s'empare de ses proies de manière brutale, un autre chasseur, plus petit, a su développer une autre technique. C'est le poisson archer. Omnivore, opportuniste, un tireur hors pair. Il avale tout ce qu'il voit flotter sur l'eau. Mais il a développé une technique incroyable pour atteindre ses proies hors de l'eau. L'archer est un chasseur expert qui évalue très vite à quelle distance il pourra les déloger. Une araignée Eriophora a choisi une branche pour y étendre sa toile. Située à 2 mètres de la surface de l'eau, la toile est à portée du poisson. En ciblant sa proie, le poisson archer doit compenser la réfraction qui dévie la lumière lorsqu'elle passe de l'air à l'eau. Sous l'eau, la vue déforme tout et la cible est floue. Malgré un tir précis,
l'araignée arrive à se maintenir sur la branche. En faisant pression avec la langue, le poisson se sert de sa bouche comme d'un entonnoir. Lorsque l'eau passe dans ses branchies, il la rejette par la bouche. Mais l'araignée s'accroche. L'archer doit aussi tenir compte du détour effectué par le jet d'eau dû à la gravité. L'araignée est touchée. Alors que le poisson archer arrive à déloger avec précision ses proies, l'ornithorynque, lui, les repère, de par les signaux électriques qu'elles émettent. Les estuaires sont alimentés par un vaste réseau de ruisseaux. L'eau salée s'y transforme en eau douce et de nouveaux habitats se créent, abritant les prédateurs et leurs proies. En remontant le cours d'eau, on aperçoit dans les marécages une bestiole, timide et évasive, l'ornithorynque. L'ornithorynque construit son terrier à la surface de l'eau. Lorsque le calme règne, il s'échappe de sa tanière pour aller se nourrir. Les obstacles sous l'eau ne posent aucun souci à ce nageur habile. Même s'il s'adapte bien à l'environnement aquatique, c'est un mammifère. Il doit remonter à la surface toutes les 30 secondes. Sous l'eau, il ferme les yeux et bouge son nez. Mais il n'en demeure pas moins un excellent chasseur. Son bec est recouvert de plus de 40 000 électrorécepteurs qui détectent les signaux électriques émis par ses proies. Il passe la rivière au peigne fin, dans l'attente d'un signal. Son premier repas de la journée, un verre délicieux. Nourrissant, mais cela ne suffit pas. Il doit manger chaque jour l'équivalent de 20% de son poids. Sa queue présente un excès de graisse et pèse près de la moitié du corps. Elle lui offre ainsi un regain d'énergie. De légers signaux électriques indiquent la présence d'une écrevisse. L'écrevisse essaie de s'échapper. Mais l'ornithorynque suit son signal. Une écrevisse de moins, mais cela ne lui suffit toujours pas. Un ornithorynque passe 12 heures par jour à manger. Mais ce festin va être interrompu brutalement. C'est la période de reproduction, et un autre mâle s'est introduit dans son territoire. Il va devoir affronter son rival. Lors des combats, les mâles sont armés d'une sorte de canif. Ils portent chacun des armes dissimulées derrière leurs pattes arrière, des aiguillons venimeux. Le bras de fer s'achève assez vite. Le rival finit par s'échapper et redescend le cours d'eau pour trouver un autre endroit où se reproduire. Le vainqueur peut retourner aller manger son écrevisse. Lorsque le soleil se couche, l'ornithorynque est enfin repu. Sa journée a été longue et il mérite enfin un peu de repos. Ailleurs, sous la surface d'un ruisseau tranquille,
se livre une autre bataille. Ce tyran féroce se nourrit de ses proies. Le crabe d'eau douce connaît peu d'opposants. Sa carapace protège un tissu mou, et même ses yeux peuvent se rétracter face au danger. Ses pinces sont des armes redoutables. Mais la rivière abrite aussi le rival du crabe. La sangsue. La sangsue tigre. Sans carapace, ni pince, elle n'en demeure pas moins dangereuse. Avec ses 5 cm de long, elle mérite bien son nom. La sangsue est furtive. Elle suit les traces laissées par des proies potentielles. Le crabe perçoit un mouvement parmi les détritus. Une nouvelle proie. La sangsue semble méfiante. Elle garde ses distances avec le crabe. Elle l'observe et attend, pendant que d'autres sangsues arrivent. Le crabe s'en approche pour l'attaquer. Mais une deuxième sangsue débarque, prête à sucer le crabe de l'intérieur. Le crabe décide alors que l'attaque est la meilleure des défenses. Il espère pouvoir l'attraper avec ses pinces. Mais le corps gras des sangsues glisse. Il est recouvert de muqueuses. Les sangsues font une pause dans le combat, mais pas longtemps. Cette sangsue a faim. Elle se faufile derrière les pinces et essaie de s'y agripper. Le crabe essaie de se défaire d'elle. En véritable experte, la sangsue a trouvé une faille dans la carapace du crabe. Une fois percé le tissu mou, elle atteint la chair et y injecte un anticoagulant. Elle se met à sucer les fluides vitaux du crabe. Le crabe se débat en vain. Sa vie est littéralement aspirée. La sangsue se gorge en avalant une quantité faisant jusqu'à 5 fois son poids. Il ne reste du crabe que sa carapace et ses pinces, inutiles face à l'emprise du vampire. La sangsue n'aura plus besoin de se nourrir pendant des mois, voire même une année. Pendant que ces monstres microscopiques se battent dans les ruisseaux, de gros prédateurs font la loi dans les marécages. Rien n'arrête ce chasseur invétéré, prêt à poursuivre inlassablement ses victimes. Les zones humides en Australie évoluent avec le cycle des saisons. Le cours des ruisseaux et des rivières aussi. Ils laissent derrière eux quantité de marécages. Ces marais forment une mosaïque de terrain difficilement franchissable. Dans l'herbe épaisse qui longe le cours d'un ruisseau,
un serpent assassin cherche son repas. Ses rayures noires et son tempérament agressif lui ont valu le nom de serpent-tigre. Ce prédateur n'a pas de pinces, mais des crocs. C'est l'un des serpents les plus dangereux d'Australie. La plupart des morsures que subit l'homme sont dues au serpent-tigre. Si elles ne sont pas soignées à temps, la moitié de ces morsures entraînent la mort. Le serpent-tigre chasse aussi bien sur terre que dans l'eau. Il nage avec beaucoup de facilité et peut rester 9 minutes sous l'eau. Il traque les poissons et les amphibiens. Il peut même grimper jusqu'à 9 mètres du sol pour atteindre les volatiles. Aujourd'hui, il a été repéré. Le passereau sonne l'alarme et avertit les autres de la menace. Une occasion ratée. Le serpent va devoir chercher son repas ailleurs. Le surmulot est un rat que l'on retrouve en abondance dans l'herbe. Les serpents-tigres jouent un rôle important pour limiter leur essor. Le serpent-tigre a des crochets creux. Il injecte un venin fait de toxines, l'un des plus puissants parmi les serpents. Certains composants attaquent le système nerveux du rat et le paralysent. D'autres éléments s'attaquent au sang même du rat, entraînant une hémorragie interne. Après avoir dévoré toute sa proie, le serpent-tigre cherche un endroit tranquille pour digérer son festin. Le serpent-tigre n'est pas le seul à semer la terreur dans les marécages. Dans le nord de l'Australie, un prédateur prend le soleil au bord d'un étang. Toujours à proximité des zones humides, le varan de Mertens mange tout ce qui est sur son passage. Grâce à ses jambes puissantes, il dévale les rochers. En période de reproduction, il écrase ses adversaires avec ses longues griffes et sa grosse queue. Il chasse sur terre et dans l'eau. Sa queue lui sert à la fois d'hélice et de gouvernail. Le varan détecte les traces d'odeur de ses proies grâce à sa langue, un trait commun avec le serpent-tigre. Ce membre est partagé en 2 bouts distincts, chacun oscillant séparément. Cela lui permet d'avaler plus d'air et de se guider vite. Les particules d'odeur sont transférées de la langue à un organe chimiorécepteur situé au niveau du palais. Le varan possède de grandes dents, capables de déchiqueter des proies volumineuses. Il avale d'un coup les plus petites. Tout en digérant son repas, le varan profite des derniers rayons de soleil.
Nombreux sont ceux qui se servent de leurs griffes et de leur venin. D'autres prédateurs se servent de leur peau pour sécréter des toxines et d'autres attaquent en venant du ciel. Ce prédateur, lui, a choisi d'étouffer ses victimes jusqu'à leur mort. En Australie, des centaines de rivières traversent les plaines pour rejoindre les côtes de la mer. Les moussons tropicales rendent ces zones inondables et les transforment en vastes marécages. Un python nocturne patrouille les terres à proximité d'une rivière. Il peut ne pas manger pendant 2 ans. Il serre ses boyaux et cette économie d'énergie l'aide à survivre. Celui-ci n'a pas mangé depuis longtemps. Il a besoin d'être rassasié. Il a aperçu une proie idéale. C'est un racali, un rongeur aquatique très présent dans les marécages. Tout comme le python, il préfère sortir de nuit. Il se nourrit de crustacés, mais il mange aussi des moules. Il retourne sur le sol pour manger son repas. Le python suit sa proie. La bouche du python est entourée d'écailles. Celles-ci lui permettent de déceler la température de ses proies à son chaud. En Australie, seuls les constricteurs comme le python possèdent ce sens. Il reçoit un signal ténu du racali et s'en approche. Il est impossible d'échapper à l'étreinte du python. La pression sanguine du rat monte sous l'effet de l'enlacement. Le cœur du rongeur ne transmet plus de sang aux organes vitaux. Le python le serre jusqu'à sa mort. Le serpent devrait être plus méfiant lorsqu'il mange sa proie. Les marécages sont truffés de voleurs. Les mâchoires du python ne sont pas jointes à l'avant. Elles sont tenues par un ligament très élastique qui lui permet d'ouvrir grand la bouche. D'un coup de dent, il ramène ensuite la nourriture jusqu'au fond de la gorge. Là, il actionne les muscles de son corps pour y faire glisser son repas. Les boyaux du serpent produisent alors des enzymes et sécrètent un liquide gastrique qui favorise la digestion du racali. Le python quitte alors la scène du crime pour chercher un endroit tranquille où digérer son repas. Loin des autres prédateurs. Qu'ils soient situés dans l'eau ou dans les airs. Les marécages accueillent de nombreux volatiles. Mais la prudence est de mise chez les oiseaux d'eau. Des prédateurs survolent dans le ciel. L'aigle pêcheur est un oiseau de proie qui se nourrit de presque tout. Cela va du serpent aux petits mammifères en passant par d'autres volatiles. Mais son alimentation est essentiellement d'origine aquatique.
L'aigle pêcheur déploie ses ailes et plane grâce au courant thermique qui l'élève dans les airs. Il localise un point d'eau qui regorge de poissons. L'aigle cherche un perchoir qui lui permettra de s'élancer très vite. Il évalue sa hauteur par rapport à la position du soleil dans le ciel. Une fois perché, il observe l'eau minutieusement. Sa vision est excellente. Ses yeux font 1,5 fois la taille de celle des volatiles du même gabarit. Il peut distinguer très loin les objets. L'aigle effectue une courbe en volant vers le soleil pour éviter que son ombre ne le trahisse. Une prise spectaculaire pour ce maître du ciel. Mais l'aigle doit choisir avec précaution ses repas. Mieux vaut ne pas s'approcher de certains animaux très néfastes. Et surtout de cet envahisseur qui sévit dans les marécages. Le crapaud géant a été introduit en Australie en 1930 pour endiguer l'invasion des parasites qui détruisaient le sucre de canne. Malheureusement, ces crapauds ont préféré s'attaquer à la faune locale. Les crapauds géants terrorisent les prédateurs qui imaginent pouvoir se confronter à eux. La plupart du temps, ils s'enfuient vite. Ce mâle est très brutal. C'est un glouton qui peut tout avaler. Il chasse ses proies sans aucune pitié. À l'intérieur de sa bouche, des glandes recouvrent sa langue d'un liquide coagulant. La chic note qu'il fait avec la langue dure 10 millisecondes. En glissant vers le palais ses globes, il engloutit mieux la nourriture. Dans ces eaux dangereuses, la plupart des créatures de la taille du crapaud font profil bas. Le crapaud géant savoure son repas au plein air. Et s'il n'est pas craintif, c'est grâce à cette peau suintante qui le protège. Des glandes situées derrière ses yeux sécrètent une toxine hallucinogène mortelle. Ceux qui s'approchent de lui risquent une mort lente. Les crapauds géants vivent jusqu'à l'âge de 15 ans. Les adultes sont souvent solitaires. Les plus jeunes évoluent en groupe. Ils déambulent dans les marais et dévorent tout sur leur passage. Si la plupart des créatures ont tendance à fuir face aux crapauds, ceux-ci ont tout de même un ennemi. Le serpent d'eau douce. Ce serpent se trouve partout en Australie. Il chasse les crapauds avec plus ou moins de succès. Le serpent d'eau douce est insensible aux effets des toxines produites par les crapauds, tout du moins en petite dose. C'est un gène hérité de leurs ancêtres asiatiques qui évoluait déjà parmi les crapauds. Plus le crapaud est petit, moins il produit de toxines. Mais quelque chose ne va pas. Le crapaud est trop gros et le poison trop fort. Si le serpent d'eau douce avait dévoré ce crapaud,
cela aurait contaminé ensuite plein d'autres prédateurs. Si les serpents d'eau douce ont du mal à tuer les crapauds géants, d'autres prédateurs y parviennent. Les fourmis font partie de cela. Elles ne sont pas allergiques aux toxines des crapauds. Lorsque ces soldats font la guerre, elles forment une armée. Grâce à leurs mandibules aiguisées et grâce au liquide caustique bouillant et jaillissant de leurs abdomens, elles ont tué ce crapaud. L'immobilisme du crapaud lorsqu'il déploie ses toxines a ici joué en sa défaveur. Dans quelques jours, il ne restera plus que des os. Une mort bien méritée pour cet envahisseur des marécages australiens. Si le crapaud géant est dévoré par des prédateurs minuscules, d'autres prédateurs, eux bien plus gros, guettent leur proie pour les attaquer, alors que d'autres encore font preuve de malice pour piéger leurs victimes. Les gigantesques plaines inondées de la côte nord sont alimentées par des rivières et des courants en provenance des collines. Ces eaux calmes sont truffées de toutes sortes de bestioles. Une araignée surveille les feuillages en quête d'un repas. L'araignée portia ne fait qu'1 centimètre de long, mais elle sait se montrer très malicieuse. Ses proies préférées sont des araignées. L'araignée argiope construit des toiles. Celles-ci réfléchissent une lumière ultraviolette qui attire les insectes. Aujourd'hui, la toile a attiré l'attention de l'araignée portia. Elle est méthodique et analyse d'abord la végétation qui entoure la toile de sa future victime. Elle choisit l'endroit idéal où elle pourra se jeter sur sa proie. Son apparence tachetée lui permet de se mêler aux branches. L'araignée se met à imiter une feuille soufflée par le vent. Si la portia est repérée, elle s'immobilise et se confond avec le paysage. La malicieuse portia s'accroche au fil de la toile pour imiter les vibrations d'un insecte qui aurait été fait prisonnier. L'araignée argiope se rapproche pour voir ce que c'est. Après avoir appâté sa victime, ici, l'araignée portia retourne à son poste d'observation. Sa position est idéale pour l'attaquer. Elle calcule les distances avec précision. L'araignée portia injecte un venin mortel et des enzymes digestives. Puis elle suce l'intérieur de sa victime en ne laissant que l'enveloppe de son exosquelette. L'araignée portia est si malicieuse qu'elle arrive à s'attaquer à des proies qui font 2 fois sa taille. Non loin de là, sous la surface tranquille du fleuve, se trouve un autre chasseur. Le crocodile d'eau douce. Ce cousin du salty, plus petit et plus mince, n'a pas l'air dangereux.
Il est immobile et silencieux. Mais ne vous y trompez pas. Ce crocodile est rapide et puissant. Il sait faire preuve de patience et préfère attendre le bon moment pour chasser. Il laisse sa proie venir jusqu'à lui et lorsque c'est nécessaire, il accélère. Le crocodile d'eau douce mange tout ce qu'il trouve dans les courants des rivières. Son hydrodynamique est parfaite. Il peut se lancer sur l'eau grâce à sa queue musclée qui fait la moitié de son corps. Mais comme tous les reptiles, les crocodiles d'eau douce sont ectothermes. Ils recueillent la chaleur environnante. Le matin, les tortues s'agitent. Une nouvelle occasion de rater. Le crocodile garde son sang-froid. Il sait que dans ce marécage, il y aura d'autres proies qui viendront du ciel. Ces chauves-souris sont appelées des renards volants. Elles s'activent essentiellement la nuit. En journée, elles se mettent à l'abri du soleil. Les renards volants vivent en groupe et se blottissent les uns contre les autres. Alors que le soleil est à son zénith, ils se battent pour être à l'ombre. Ils risquent tous le même problème, la déshydratation. Ils doivent se désaltérer. Lorsque la nuit tombe, les chauves-souris s'apprêtent à quitter leur perchoir. Avant de manger, elles doivent boire. Elles descendent en piqué jusqu'à la surface pour y tremper leur fourrure. Elles peuvent ainsi en lécher la partie humide lorsqu'elles sont sur leur perchoir. Plus bas, un crocodile attend. Après une journée entière au soleil, il a faim. Si le crocodile manque parfois de vigueur, il s'est accéléré aussi très vite. Encore raté. La chauve-souris a vu le crocodile. Mais elle a trop soif et prend le risque. Les autres ne tardent pas à l'imiter. La nuit tombe et les chauves-souris s'envolent vers les forêts. Pour chercher des fruits, elles volent jusqu'à 50 km de leur perchoir et transportent aussi des graines. Les renards volants jouent ainsi un rôle crucial dans la reforestation, tout en préservant l'habitat des prédateurs au sol. Ces voies fluviales sont essentielles à l'Australie. Des rivières aux marais des plaines. Des points d'eau isolés aux estuaires saumâtres.
Chaque environnement engendre des liens uniques et complexes entre les prédateurs et leurs proies. Que ce soit par le biais de la traque, d'une morsure venimeuse ou de techniques balistiques sophistiquées, les prédateurs ne manquent pas d'imagination pour tuer leurs proies. Des forêts jusqu'à la mer, les rivières australiennes sont vraiment mortelles.